Donc bonjour et bienvenue sur Neige et Conscience. Alors aujourd'hui je reçois donc Hélène Declercq qui est chef d'entreprise. On va parler de burn-out, on va parler de reconversion professionnelle et on va parler du thème du bonheur et de ce que c'est d'être heureux. Bonjour Hélène, bienvenue. Bonjour Sébastien. Alors est-ce que tu peux te présenter de façon assez détaillée, enfin comme tu le souhaites. Je m'appelle Hélène, j'ai 36 ans. Hum. J'habite à Spiker, près de Dunkerque, et je suis gérante de ma société dans le domaine du bien-être, de la nutrition. Et j'ouvre prochainement un club de nutrition et d'aquabiking sur la commune de Spiker. Alors du coup, moi je te connais, enfin je te suis sur les réseaux sociaux depuis un an à peu près. Clairement, je te trouve hyper pétillante. À travers tes posts, tu ramènes beaucoup de joie de vivre. Et enfin, c'est vraiment quelque chose que je ressens beaucoup. Et maintenant, là, vraiment la question que je pourrais te poser, c'est est-ce que tu as toujours été comme ça, en fait, épanoui, voilà, c'est quoi un peu ta vie en fait, est-ce que tu as toujours été épanoui comme ça? Est-ce que j'ai toujours été épanouie? J'ai toujours été quelqu'un de très joyeuse. Mhm. Je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime profiter de la vie, et j'ai toujours eu beaucoup d'enthousiasme dans tout ce que je faisais. J'ai eu un parcours assez atypique, et à un moment de ma vie, ça n'a pas toujours été. J'ai pas cet enthousiasme que j'ai aujourd'hui. À un moment de ma vie, ça s'est arrêté, Mhm. et j'ai dû réapprendre à retrouver entre guillemets goût à la vie et retrouver cet enthousiasme perdu. Donc foncièrement, je le suis. Je suis toujours pétillante, enthousiaste, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai dû travailler beaucoup sur moi-même. D'accord. Alors là, tu disais que tu étais chef d'entreprise. Donc depuis quand déjà? Ça fait depuis juillet 2020 D'accord. que Et j'ai donc, créé mon entreprise. ok. Et avant, tu étais donc, je présume, dans le salarié. Qu'est-ce que tu C'est faisais ça. exactement? J'étais responsable commercial et transport dans une industrie pétrochimique sur le Dunkerquois. Ok. J'ai fait 12 ans de carrière dans ce domaine, donc un poste à haute responsabilité. Je parle 4 langues, et je travaillais un petit peu, je voyageais à travers le monde à faire des affaires dans ce domaine-là. C'est quelque chose de très passionnant pour lequel je me suis beaucoup éclatée, amusée. J'étais très passionnée par ce que je faisais. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ce qui m'était destiné, c'était pas ce qui me rendait heureuse. Alors d'accord, mais alors c'est rigolo parce que du coup tu dis que tu avais quand même un boulot cool en fait, donc tu gagnais bien ta vie, je sais pas. Ouais, je gagnais super bien ma vie. Ouais. On avait tout pour être heureux. Clairement, un très bon salaire, un super job. Je faisais la fierté de toute ma famille. Les gens disaient waouh, elle a fait des études, elle a un super boulot. Mais clairement, ce boulot, il m'a conduit au burn-out, un peu comme toi. Mhm. Un burn-out que j'ai pas vu venir. Parce que j'avais un travail très très prenant. Je bossais plus de 60 heures semaine. J'avais pas forcément de reconnaissance au travail, même si j'avais la reconnaissance financière. Tout ce que je faisais finalement, c'était normal. Et quand tu faisais toujours, je sais pas si tu as déjà ressenti ça, tu faisais quelque chose qui sortait de l'ordinaire ou tu faisais un peu plus, bah t'avais pas ce remerciement, t'avais pas ce merci. Et moi, j'étais quand même en recherche de reconnaissance morale. Je trouve que c'est hyper important dans notre carrière professionnelle ou même dans la vie de tous les jours, d'être remercié pour ce qu'on apporte au quotidien. Et en fait, je me levais le matin et j'avais plus ce sentiment de je suis utile à quelque chose, je sers à quelque chose, tout ce que je faisais, ça semblait normal, et j'étais plus heureuse là-dedans. En fait. D'accord. Ok. Ok, ok. Donc tu dis que donc c'est en octobre 2019, c'est ça? Tu fais donc l'expérience du burn-out, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer justement exactement dans les détails comment ça arrivé? C'est-à-dire que comme tu le dis, tu as ce cadre c'est quoi? C'est responsable commercial, c'est Ouais, ça? ouais. Tu voyages beaucoup, tu as un bon salaire, etc. Comment c'est venu en fait? C'est quoi les symptômes que tu as eu au début? C'est-à-dire, tu vois, comment ça a démarré tout ça? Tout à fait. Alors, il faut savoir que dans ce parcours professionnel, j'ai aussi un parcours personnel. En plus de mon travail, j'ai 2 enfants, donc ils ont 6 ans et 8 ans. Et pour avoir ces enfants, je suis passée par un parcours de PMA. Et donc, en plus de mon travail,
tous les matins, j'allais sur Calais à l'hôpital, je faisais des piqûres, des prises de sang, etc. Donc je partais à 6 heures le matin, après j'arrivais au boulot, j'avais quand même un rythme très effréné. Et le week-end, mais il y avait des astreintes, le téléphone sonnait, je partais en vacances, le téléphone sonnait, j'étais jamais tranquille en fait. Et j'avais une pression en moi qui était permanente. Et comme je suis quelqu'un d'assez courageuse et j'avais envie de réussir, j'avais envie de faire carrière. Et on s'était mis d'accord avec mon mari que bah, c'était moi qui allais faire carrière et lui, il allait plus gérer les enfants. Bah, je me suis donnée à fond, à fond, à fond. Et je sentais parfois la fatigue arriver. Il y avait des week-ends où j'étais super fatiguée, où j'étais allée voir le médecin parce que j'avais des raideurs dans la nuque, j'avais comment on appelle ça, des étourdissements. Je devais aller voir un kiné parce que je n'étais pas stable quand je marchais. Des petits symptômes comme ça qui laissaient penser que j'étais fatiguée, mais pas que j'allais faire un burn-out. Et puis, il y a eu aussi des symptômes un peu d'épuisement ou d'énervement. J'étais beaucoup plus irritable, je partais au quart de tour. Dès qu'il y avait un souci, j'étais un peu agressive. J'avais tendance à remballer les gens sans force, sans vraie raison. Et un fameux 14 octobre 2019, en fait, j'avais vécu, c'était un lundi, et j'avais vécu une très mauvaise semaine au travail. J'avais demandé à mon patron plus de soutien et d'aide dans le développement parce que bah, la société, elle grandissait, elle fonctionnait bien, mais on n'avait pas forcément plus de moyens pour faire notre travail. Et je m'étais prise un mur, en fait. Mon patron n'a pas accédé à ma demande. Et ça m'a vraiment minée, non pas seulement pour moi, mais aussi pour mes collaborateurs qui travaillaient pour moi, parce que je sentais eux aussi qu'ils étaient dans une situation de mal-être. Et je prenais leur mal-être aussi pour moi. Et du coup, j'avais pas cette capacité à l'époque de mettre des barrières entre la vie privée et la vie professionnelle et de me dire, ben, quand tu rentres chez toi, tu sais, tu fermes la porte et tu oublies le boulot. Et en fait, moi, je pensais constamment au travail. Et ce fameux lundi 14 octobre, mon réveil sonne, j'éteins mon réveil, je me lève, je pose les deux pieds sur le plancher au bord du lit. Je mets mes deux mains sur le matelas pour me lever. Et en fait, là, je suis complètement tétanisée. En fait. Complètement tétanisée. Je me mets à pleurer, mais vraiment à chaudes larmes, à sanglots. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'appelle mon mari qui, lui, commençait plus tôt le travail. Et je lui dis, écoute, faut que tu viennes, ça va pas, je sais pas ce que j'ai, je suis coincée sur ce lit, je sais pas ce que j'ai. Et j'ai pleuré, 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 je m'arrêtais plus. Et on était assez inquiets parce qu'on se demandait ce qui m'arrivait en fait. Et du coup, on a appelé le médecin, je suis allée voir le médecin. Et le médecin me voyait très peu en fait, si ce n'est quand j'allais le voir pour les enfants, pour les visites de routine. Mais moi, c'est très rare que je tombais malade, donc je devais consulter. Mais il connaissait mon rythme de vie, il savait que j'étais à fond. Et il m'a regardé, quand il l'a vu dans l'état que j'étais, il m'a regardé, il m'a dit Madame Declercq, vous faites un burn-out. Et en fait, moi, la première réaction que j'ai eue, c'est moi, un burn-out? Mais c'est pas pour moi, n'importe quoi. Le burn-out, c'est pour les fainéants, pour les gens qui savent pas travailler. J'avais un regard comme ça à l'époque sur les gens qui faisaient un burn-out. J'étais très dure là-dessus, jusqu'au jour où bah, ça t'arrive. D'après ce que je peux comprendre, tu mets une cumulation de rythme effréné, c'est ça? De mettre sa vie un petit peu privée de côté, du regard des autres et une attente de l'approbation, c'est ça, des autres pour avoir un besoin de reconnaissance. Donc on va dire, c'est cette accumulation finalement qui en est arrivée là. Maintenant, tu es un entrepreneur. On peut dire que finalement, apparemment, de ce qui se dit, la vie d'un entrepreneur, c'est ça aussi. C'est aussi un rythme effréné, ne pas compter ses heures, etc. Alors, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, justement? C'est totalement différent en fait. Lorsque j'ai décidé de devenir entrepreneuse, c'est arrivé un petit peu par hasard. Je me destinais pas forcément à ça. J'avais toujours en moi une âme d'entrepreneuse, mais j'avais jamais osé. J'avais des grands rêves à l'époque que j'ai jamais concrétisés, comme ouvrir un magasin pour les femmes qui sont grandes, par exemple, parce que je suis très grande et j'arrive jamais à m'habiller. Mais j'ai toujours refoulé un petit peu ça. Et quand j'ai découvert le domaine dans lequel je suis actuellement, c'est-à-dire
remettre les gens en forme, aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie, manger plus sainement, reprendre une activité physique. Eh bien, je me suis trouvé une vraie passion pour ça. Et je me suis dit, donc je me suis moi-même remise en forme. J'ai moi-même travaillé sur moi pendant plus d'un an pour retrouver du bonheur, de la sérénité et reprendre le contrôle de mon corps et de mes pensées. Et en fait, pour moi, ça a été une évidence. Ce que j'ai fait pour moi, j'avais envie de le partager autour de moi. Et ça passait par l'entrepreneuriat. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Euh, pour moi, je me suis pas posé la question, c'était une évidence. J'ai jamais eu la peur de me lancer, tout simplement parce que tu te dis tu es ta propre patronne et donc tes actions et tes résultats elles ne dépendent que de toi. Et donc t'attends pas l'approbation d'un chef ou d'une autorité ou d'une hiérarchie pour te dire c'est bien ou c'est pas bien ce que tu fais. Si c'est bien, tu le sais au fond de toi. Et moi, je savais que ce que je faisais, c'était bien. J'avais énormément de reconnaissance parce qu'en commençant à accompagner les personnes, elles avaient du résultat et elles me le rendaient bien. Mhm. C'est-à-dire, j'avais beaucoup, souvent, des merci, t'as changé ma vie, ou tu m'as aidé, tu m'as sorti de là. Et donc, la reconnaissance, aujourd'hui, j'en ai tous les jours. Et je me lève le matin, je me dis, qui je vais pouvoir aider aujourd'hui. Et je me couche le soir, c'est lève-toi avec détermination et couche-toi avec satisfaction. Je me lève le matin en me demandant qui je vais pouvoir aider, qui je vais pouvoir accompagner. Et je me couche le soir en me disant, yes, j'ai vu un tel aujourd'hui, il va mieux. Ou yes, j'ai eu contact avec telle personne, il y a moyen de faire quelque chose, j'ai envie de l'aider, je vais la recontacter demain. Je pense que il y a possibilité de faire quelque chose ensemble. Et voilà. Et donc oui, je compte pas mes heures. Mais après, j'ai retrouvé un rythme. C'est-à-dire que je me posais toujours la question, je bosse pour un patron, mais en même temps, j'ai tellement eu de mal à voir mes enfants que le jour où je les ai eus, en fait, je passais pas beaucoup de temps avec. Je les voyais pas. Et à un moment donné, tu te poses la question, mais c'est quoi le but d'une vie? Si c'est pour faire des enfants, avoir tant de mal à les avoir, et au final, pas passer du temps avec eux, pas les voir grandir, et puis un jour tu te réveilles, ils ont 18 ans, ils prennent leur sac à dos, ils s'en vont. Et là, tu pleures parce que tu dis, je suis passée à côté de tout. Mhm. J'avais vraiment cette volonté de me créer mon propre emploi tout en pouvant gérer ma vie de famille. Et aujourd'hui, ma priorité numéro un, c'est plus mon travail, c'est ma famille. Donc je me lève le matin, je m'occupe de mes enfants, je les dépose à l'école. Une fois qu'ils sont à l'école, c'est là que ma journée de travail commence. Une journée intense. Je travaille aussi pendant l'heure du midi. Je les récupère le soir à l'école. Mhm. Je m'occupe d'eux. Je fais tout ce qui est nécessaire, on va dire, pour les besoins vitaux, mais aussi je partage énormément de temps avec eux parce que j'en ai besoin et j'ai l'envie de partager des choses avec eux. Mais par contre, en tant qu'entrepreneuse, une fois qu'ils sont couchés, là, je me remets au travail. Et ça peut durer des fois jusqu'à 11 heures, minuit ou plus tard. Mais je le subis pas. Parce que je sais que c'est pour moi et parce que j'ai eu ce sentiment dans la journée d'avoir eu du temps privilégié avec ma famille. Et donc tout mon rythme de travail sur la journée, la semaine, les mois, il est fait en fonction de mes enfants. Pour pas louper un seul moment de leur vie, ou du moins le moins possible. Ok. Je reviens un petit peu au moment où tu as vécu ton burn-out, comme tu disais, tu vas chez le médecin, tu te dis que tu as un burn-out, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Je veux dire, comment tu as réagi à ça? Qu'est-ce qui s'est bien un petit peu passé dans ta tête et qu'est-ce que tu as fait pour rebondir en fait? En premier lieu, j'étais dans le déni. Donc, je disais vraiment, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, comme je disais, hein, mais j'étais tellement mal que j'ai quand même suivi les conseils de mon médecin. Et le premier conseil de mon médecin, ça a été, tu t'arrêtes, tu te poses. Et le médecin m'a dit, il faut absolument vider ton cerveau de toute pensée et faire une pause sur ton cerveau. Et donc, en tant que cadre dirigeant dans une entreprise, forcément, le cerveau, il tourne tout le temps en boucle et on pense à plein de choses. Et donc, clairement, la première chose qu'il a faite, c'est me mettre sous traitement, donc sous antidépresseur. C'est pas une période que j'ai tellement appréciée, mais je pense que cette période, elle a été nécessaire pour justement mettre ce cerveau en off et du coup, me reposer. Donc pendant les premières semaines, j'ai pris ce traitement, un traitement qui m'a mis clairement à plat. Je dormais toute la journée. T'as J'étais, pas eu un regain d'énergie est-ce que tu as vu quand même des côtés positifs à la prise de ce traitement ou pas forcément? Alors le côté positif, c'est que j'étais plutôt apaisée, calme.
Mais j'étais clairement en mode zombie, fatiguée, je dormais tout le temps. Et j'ai développé une phobie, en fait. J'ai développé un peu la phobie des gens. C'est-à-dire que j'étais plus capable de sortir de chez moi pour aller acheter une baguette ou d'aller faire mes courses. Mon cerveau, il a complètement pété un plomb et déconnecté, et j'avais peur des gens, dans le sens où j'avais peur de ce qu'ils allaient pouvoir me dire. J'avais l'impression que quand j'allais m'adresser à quelqu'un, il allait m'engueuler ou il allait être agressif envers moi. Je fuyais un peu les gens. Donc je suis vraiment restée chez moi pendant assez longtemps, et à plusieurs reprises, j'ai tenté en fait d'aller au contact des personnes, et souvent ça a été un échec. Il y a un jour aussi où je devais aller faire mes courses et j'avais pas d'autre choix. Il fallait bien que ça se fasse. Il faut bien continuer à nourrir sa famille et subvenir aux besoins primaires. Et, hum, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, j'avais une liste de courses et j'étais incapable de faire mes courses. Donc j'étais en mode, il fallait que j'achète du beurre. Et donc entre le moment où j'étais dans le rayon légumes et où j'allais chercher mon beurre, et ben dans ma tête, je disais du beurre, du beurre, du beurre, du beurre, du beurre, du beurre, jusqu'au moment où j'arrive devant le beurre et que je prenne le beurre. Et ensuite, si j'avais besoin des pâtes, ben, je me disais des pâtes, des pâtes, des pâtes, des pâtes, jusqu'au moment où j'arrive au rayon pâtes. J'en étais arrivée là, finalement, et c'était très difficile à gérer. Ce qui s'est passé pour moi, en fait, c'est que pendant toute cette période où j'ai bossé comme une dingue dans mon ancienne carrière, en fait, je me suis complètement malmenée. Donc, quand je dis malmenée, je prenais pas le temps de déjeuner le midi. Mes repas du midi, c'était saucisson, gâteau apéro, Bon, un petit apéro et un petit saucisson, voilà. ça fait pas de mal quand même, quoi. Mais du coup, j'ai malmené mon corps. J'ai pris 30 kilos pendant mes 10 premières années de carrière. Et du coup, j'étais dans un état physique totalement délabré. Mais je m'en étais jamais rendu compte. Et je dis toujours à mon entourage, pourquoi vous me l'avez pas dit? Pourquoi vous m'avez pas tiré la sonnette d'alarme de dire, Hélène, t'as vu comment tu deviens? Et mon entourage me dit toujours, bah, écoute, nous on te voyait t'épanouir dans ton boulot, on te voyait à fond, on n'a jamais réalisé que tu te sentais mal, et du coup on s'est pas permis de te dire, regarde comment tu deviens en fait. Oui, et puis après, ce qu'on pourrait aussi se poser comme question, c'est si éventuellement il t'aurait fait les remarques, est-ce que à ce moment-là, tu aurais été prête à l'entendre? Exactement. Et je pense pas, en C'est fait. souvent comme ça, C'est ça. finalement. Et ce fameux jour où je suis allée faire mes courses en mode robot, je tombe sur un couple d'amis de mes parents que j'avais pas vu depuis longtemps. Et donc c'était au mois de décembre. Donc entre octobre et décembre, je suis restée 2 mois à la maison. Et au mois de décembre, bah, les fêtes, il faut penser à acheter des cadeaux de Noël des enfants, etc. Et puis je tombe sur ces amis-là, ils me reconnaissent, ils me disent: «Ah Hélène, tu vas bien?» Et puis là j'avais une doudoune bleue. Et ils me disent: «Oh, mais c'est génial, félicitations!» Félicitations pour, bah, t'attends un enfant? Non, non. Et alors là, j'ai laissé le caddie. J'ai fait demi-tour. Je suis partie en pleurant. Et je suis restée une semaine à pleurer dans mon lit. C'était retour aux enfers, on va dire. Je me suis pris ça en pleine figure et ça m'a fait super mal parce que j'étais pas du tout enceinte, j'étais juste en burn-out, en surpoids et mal dans ma peau. Et c'est un peu des étrangers finalement que je vois pas souvent qui m'ont fait la remarque. Alors maladroite, mais aujourd'hui je leur dis merci. C'est ce que j'allais en venir, c'est que finalement, au moment M, tu peux vivre l'expérience comme quelque chose d'horrible, parce que Ouais, ça fait mal. Mais finalement, en fait, je pense que c'est une méga claque. Et c'est exactement. peut-être c'est parce que j'allais justement te dire, est-ce que dans cette période de descente aux enfers, est-ce que tu as justement eu une prise de conscience de ouf? Mm. Et là, je pense que cet exemple-là, il peut être vraiment révélateur. C'est C'est-à-dire ça. qu'on t'a dit ça, alors oui, sur le coup, ça t'a détruite, t'es parti te planquer dans ton plumard, mais finalement, en y réfléchissant, et puis le fait que tu as eu cette course effrénée dans ton travail là, le fait que tu as eu cette période de calme, c'est-à-dire que finalement, tu as eu que penser à toi, à toi-même, à tes choix de vie, etc., c'est peut-être cet épisode burn-out qui t'a peut-être permis justement, moi je me dis toujours, tu vois, le burn-out, c'est ton corps qui te donne des signaux, qu'à un moment, il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, tu vois, que ça soit professionnel, que ça soit personnel, etc. Et je me dis, ton corps, il est là pour te donner l'information qu'il faut faire une pause. Donc là, tu fais cette pause, tu vas faire tes petites courses, beurre, 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 pâte, pâte, pâte. Moi, ça aurait été bière, 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 tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, t'as la remarque qui te détruit,
Mais finalement, après coup, plus tard dans l'expérience, comme tu dis, tu les remercies parce que. Ouais, tout Donc, à fait. donc du coup, tu as cette remarque, Ouais, paf, tu rentres chez toi, tu pleures pendant une c'est semaine, ça. et là, qu'est-ce qui se passe Et là? là, un matin, je me réveille et puis je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, mon cerveau qui m'appelle et qui me dit, Hélène, il faut que tu te sortes de là. Et Ton cerveau, c'est-à-dire une petite voix une petite intérieure. voix intérieure qui me dit, Hélène, il faut que tu te sortes de là. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est arrivé comme C'était ton ça. mari qui sort à Non, à la porte de ta chambre. non. Alors lui, il a été très compréhensif dans tout ça. Il a toujours respecté ce qui m'arrivait. Il était très malheureux pour moi, mais en même temps, il pouvait pas m'aider plus, hormis me soutenir et gérer les enfants quand j'allais pas bien et prendre un peu le relais, ce qu'il a très bien fait. Donc ça, je lui serais, enfin, il a été au top, il a joué son rôle parfaitement. Et donc cette petite voix qui me dit, Hélène, c'est pas possible, regarde dans quel état t'es, il faut que tu fasses quelque chose. Et là, quoi faire? Parce que la Hélène que tout le monde connaît, c'est pas une Hélène sportive, c'est pas une Hélène qui mange des légumes, qui prend soin d'elle. Je suis quelqu'un toujours assez naturel. Je suis pas quelqu'un. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas une fashion victime. Je suis pas quelqu'un qui prend pour soin de soi, prend soin d'elle. Je m'en fiche un peu de tout ça en fait. Et du coup, bah, je me suis mise à l'ordinateur. Et j'avais réalisé entre deux, en fait, que j'étais pas indispensable. Je pensais que j'étais indispensable, mais après 2 mois à la maison, je me rendais bien compte que la boîte, elle continue de tourner sans moi. Et ça, je l'avais dur, en fait. J'ai eu du mal à réaliser que ben, finalement, j'étais pas si indispensable que ça et qu'ils avaient réussi à trouver des solutions pour fonctionner sans moi. Comme Et je ça, dis- c'est une première prise de conscience, de se dire d'être indispensable, il y en a plein le cimetière. Exactement, tu m'as retiré les mots de la bouche. Bah, c'est vraiment Tu plus. vois? On se croit indispensable, mais finalement. Et donc ça, c'était un premier pas. Et donc quand tu sais que bah, la boîte, elle continue de tourner sans toi, et que toi, tu es dans cet état-là, à un moment donné, tu te dis, bon, cocotte, il faut peut-être te prendre en main et faire quelque chose, parce que prendre des médocs tous les jours, c'est bien, mais à un moment donné, il faut pas que ça dure. Et qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire de ta vie? Et donc j'ai pensé à retourner au boulot, mais je m'en sentais pas capable. Et donc du coup, j'ai dit, ben, tu vas commencer à prendre soin de toi. Et la priorité, ça va être ben, de te reconstruire, de prendre soin de toi, de réapprendre à bien manger, bien te nourrir, retrouver la forme, l'énergie, bouger, prendre ce temps pour moi. Et mon médecin, il a été, comme j'étais jamais en arrêt maladie, enfin que j'ai jamais tiré sur la corde, il avait été clair là-dessus que il fallait que je prenne du temps pour moi et que mon arrêt maladie, il allait durer plusieurs mois. Il m'avait bien fait comprendre que un burn-out, c'est pas une question de 2 mois et hop, on repart comme en 40 et on reprend ses bonnes habitudes. Non, il fallait vraiment entamer quelque chose de sérieux pour plus que ça n'arrive, en fait. Parce qu'il y a énormément de gens qui font des mini burn-out à répétition et qui repartent dans leur schéma d'avant et qui, en fait, récidivent plus ou moins. Et parce que, bah, entre-temps, ils ont rien changé à leur vie. Et du coup, bah, ils répètent les schémas qu'ils ont déjà eus et ils s'en sortent pas, quoi. Donc, question que je voudrais te poser là, tu dis toi-même donc que à ce moment-là, tu dis tu décides de te prendre en main. Mhm. Donc, c'est-à-dire que tu dis tiens, faut que je maigrisse, faut que je m'alimente mieux, etc. Quand tu es dans le moment M, alors Ouais. c'est bien beau de le dire. Mhm. Enfin, tu vois, je pose la question pour les gens qui nous écoutent. Où est-ce que tu vas chercher l'énergie? Comment tu vas chercher l'énergie pour vouloir désirer le fait de procéder à des changements, mais surtout de les appliquer. Parce que Mhm. franchement, quand on est dans le fond du trou, tout ce qu'on a, alors on peut dire plein de trucs, mais tout ce qu'on a envie de faire, c'est juste rien, quoi. Comment t'as fait pour prendre les choses en main, concrètement? En fait, le drive, ça a été mes enfants. Parce que je les voyais eux grandir, ils me voyaient dans un état délabré. Et en fait, je savais que je renvoyais envers eux une image qui n'était pas positive. Et c'est pas ce que je voulais pour mes enfants. Et c'est clairement eux qui m'ont donné l'envie de dire, écoute, tu peux pas le laisser comme ça, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu te prennes en main parce que ils ont besoin de toi et il faut que tu sois là, il faut que tu sois présente. Et donc c'est eux qui m'ont vraiment donné l'envie de m'en sortir. Je savais pas du tout comment j'allais faire. En fait, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, Voilà. Mais tu savais mais pas je savais pas comment. quoi, comment et comment Non, démarrer. non. Mais tu l'as fait.
Et je l'ai fait. Et en fait, la première chose que j'ai fait, j'ai rallumé l'ordinateur, chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. J'ai rallumé l'ordinateur, j'ai surtout pas ouvert la boîte mail du boulot. Et je suis allée sur Google et j'ai commencé à taper bêtement bien-être, coaching. Et puis là, les moteurs de recherche, ils sont très puissants et du coup, tu tombes sur tout et n'importe quoi. Et là, tu commences à passer tes journées à scroller et à regarder des sites, des choses du développement personnel, sur comment sortir du burn-out, comment aller mieux, comment reprendre le contrôle de sa vie, etc. Et concrètement, tu as fait quoi du coup? Concrètement, je veux dire, à partir du moment où tu as commencé à rechercher, Ouais. c'est quoi le premier truc que tu as fait qui t'a donné l'élan J'ai d'abord pensé aller dans une salle de sport, Mm. mais très vite, je me suis rendu compte que c'est pas ça que j'avais besoin. Que j'étais de nature pas sportive et c'est pas en me mettant dans le sport que ça allait changer quoi que ce soit pour moi. Et en fait, bêtement, j'ai tapé coach bien-être Mhm. sur le moteur de recherche et je suis tombée sur un petit encart en fait de quelqu'un qui proposait en fait des bilans bien-être à 2 kilomètres de chez moi. J'ai dit oh c'est quoi ça, coach bien-être, perdre du poids, reprends le contrôle de ta vie. Évaluation bien-être gratuite, sans engagement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas loin de la maison. Bon, vas-y, j'ai du temps à tuer, je vais aller voir ce qu'elle fait, cette nana. Donc je l'ai appelée. Super sympa. Et elle m'a convié à un rendez-vous. Et lors de ce rendez-vous, on a étudié un petit peu mon mode de vie, mes habitudes alimentaires, la composition corporelle. Et elle savait que j'étais en surpoids, mais la première chose qu'elle m'a dite, c'est la première fois que j'ai affaire à quelqu'un qui est en burn-out. Je ne sais pas si je vais pouvoir t'aider, mais t'es tellement sympathique que j'ai envie de relever le défi et je vais essayer de t'aider. Et, et cette personne, clairement, je lui dis toujours, elle s'appelle Delphine. Et elle a changé ma vie, en fait, clairement. Alors, ouais, elle a été un bon outil pour changer ta vie, mais finalement, c'est ce que aussi je veux aussi de dire aux gens, c'est que les gens ils se changent eux-mêmes aussi. Ouais. Et que Elle a participé. Voilà, elle a participé, mais Ouais. le changement il est venu de toi finalement. C'est toi qui as fait la démarche aussi. C'est Et ça, c'est important. Il faut que vraiment que ça Tout à ça fait. vienne de soi. Avant de continuer un peu plus sur la carrière pro, au moment du burn-out. Comment, alors déjà, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais été soutenu par ta famille, donc ça c'est cool, ton mari, etc. Est-ce que tu as eu d'autres soutiens, on va dire tout ce qui est parents, etc. Et surtout, toi, le regard des autres. C'est-à-dire que quand tu sais que t'es dans ce burn-out, quel a été, toi, ton regard par rapport au regard des autres sur ta personne, justement? Est-ce que tu avais peur de ça? Et en quoi ça a joué sur ton comportement, quoi? En fait, je suis quelqu'un qui est fort dépendante du regard des autres. Encore un peu maintenant. D'accord. C'est quelque chose sur lequel je pense on doit tous travailler au quotidien. Parce que si on ne travaille pas, on a vite tendance à prendre en compte la vie des autres. Et j'ai toujours la vie des autres, c'est pas la vie des autres. En deux mots. Et le regard des autres, il était... très peu de personnes savaient que j'étais en burn-out. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'étais en arrêt maladie, mais pas en burn-out. Donc c'était tabou quand même. Ouais, c'était assez tabou. Vu, C'était pas tabou dans mon cercle familial, c'est-à-dire mes parents, mes beaux-parents. Voilà, eux savaient ce qui m'arrivait. Et ils m'ont soutenu, ils ont été très présents pour les enfants, pour que je puisse m'en sortir. Mais au-delà de ce cadre-là, et puis mes amis proches aussi, mais au-delà de ce cadre-là, j'allais pas m'étaler là-dessus, parce que quand t'es en burn-out, t'es pas forcément fier de ce qui t'arrive. Parce que tu sais pas trop comment tu vas t'en sortir, tu sais pas comment tu vas rebondir. Et puis surtout, beaucoup de gens ont entre guillemets misé sur moi, dans ma famille, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Alors ils ont misé sur toi dans quel sens, c'est-à-dire? On va dire, je faisais la fierté de ma famille. Je suis fille d'ouvrière, mes parents n'ont pas fait d'études, et moi, j'ai fait des grandes études, j'ai fait une grande carrière. Et les gens, en fait, étaient très fiers de ce que je faisais. Donc, quand tu dis ce que tu faisais, c'est par rapport à ton boulot de commercial, c'est ça? Donc, c'est-à-dire qu'en gros, t'étais aussi, entre guillemets, heureuse d'avoir fait ce boulot pour la fierté de ces gens. C'est ça. Plus que pour ton propre bien-être à toi. C'est ça. En fait, je me suis rendu compte avec le temps que tout ce que j'avais entrepris
depuis ma jeunesse jusqu'au burn-out, je l'avais pas vraiment fait pour moi, mais je l'avais fait pour plaire aux Ok. autres. C'est-à-dire, ben voilà, mes parents, ouvriers, ils ont arrêté l'école à 15 ans. Ils m'ont toujours dit, ma fille, il faut bien travailler, il faut bien travailler à l'école, il faut avoir un bon diplôme, un bon métier. Mes grands-parents qui me disaient d'apprendre les langues, de faire carrière, de gagner beaucoup d'argent, parce que ben, aujourd'hui, si t'as pas l'argent, ben, t'es pas heureux. Et du coup, tout ce que j'ai fait, ben, je l'ai toujours fait pour aller à chaque fois gravir une étape d'après et grandir. Et les gens étaient très fiers de ça. Waouh, Hélène, waouh, c'est génial, t'as un super boulot, c'est trop bien ce que tu fais, etc. Mais personne s'est jamais posé la question, moi la première, est-ce que ça me rend heureux, en fait? Et c'était un petit peu la course effrénée à aller chercher la carrière, aller chercher la réussite et montrer qu'on peut réussir, même si à la base, on n'est pas forcément prédisposé, on n'est pas fils d'eux, on n'est pas fils à papa, on n'a pas été forcément aidé, j'ai pas du tout été aidée pour arriver là où j'en suis. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par moi-même, en fait. Mes parents, ils ont bien joué leur rôle, ils m'ont nourri, ils m'ont logé, ils m'ont soutenu dans mes actions, mais j'ai pas été favorisée par quoi que ce soit. Et donc, pour moi, c'était hyper important de les rendre fiers. Et quand j'ai fait ce burn-out et que j'ai commencé un petit peu à faire l'analyse de tout ça, bah, je me suis rendu compte que ben, j'étais pas si heureuse que ça et que tout ce que j'avais fait, c'était pour les autres et pas pour moi. Bah, c'est le lot de beaucoup de monde quand même finalement. Bah, moi j'ai remarqué aussi autour de moi, il y a beaucoup de parents qui vont mettre leurs enfants dans des branches spécifiques, mais qui correspondent plus aux parents qu'à l'enfant. Et finalement, l'enfant qui suit des études particulières, mais qui ne le correspondent pas, bah, finalement il est malheureux, quoi. Tout à Et fait. après, je pense que c'est aussi une forme d'amour des parents. Tu vois, de pousser un peu eux, ils ont leur vie, leur façon de penser qui est propre à eux. Mais après, finalement, l'être humain qui est l'enfant, c'est un être humain à part entière avec ses envies, ses besoins. Et puis, je pense que pour être épanoui, c'est heureux. Enfin, il faut plutôt que la personne fasse ses choix de vie pour elle, quoi, et pas pour le regard des autres, quoi. On est d'accord. Exactement. Alors, du coup, tu as déjà répondu un petit peu partiellement tout à l'heure, mais je vais quand même me reposer la question. Comment t'as fait justement pour choisir cette nouvelle carrière? C'est-à-dire que tu sors de là, tu tapes des choses sur Internet, etc. Et comment tu t'es dit, tiens, je vais être coach. Coach et puis en plus chef d'entreprise. Comment c'est arrivé tout ça? C'est arrivé un peu par hasard. Donc, j'ai fait cette évaluation bien-être auprès de Delphine qui m'a super bien accueillie et elle m'a présenté un concept de remise en forme que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est une évaluation bien-être que tu as trouvée en tapant c'est ça sur Internet un Ouais, petit peu, c'est ça. c'est Ok. ça. Donc, je suis allée à ce rendez-vous, un rendez-vous gratuit, sans engagement, qui permet de faire le point sur ben, sa vie, sur ses habitudes alimentaires, son mode de vie, est-ce qu'on fait du sport, comment on se nourrit, la composition de son corps, etc. Et une fois qu'on a fait cette étude-là, en fait, elle m'a proposé un concept de nutrition qui commence par changer son petit déjeuner. Mhm. Et en fait, la première chose que j'ai faite et qui m'a amenée à cette nouvelle carrière, c'est d'avoir changé mon petit déjeuner. Ça peut paraître banal, mais aujourd'hui, enfin, avant, mon petit déjeuner, c'était du pain au chocolat, du lait, des tartines, du jus d'orange, tout ce qu'il fallait pas en vrai. Elle me dit, ben écoute, je te propose de changer ton petit déjeuner. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Elle me dit, écoute, ce concept, il est pas forcément connu en France. J'étais très perplexe en fait sur si ça allait fonctionner, mais je t'avoue que j'étais vraiment dans un désespoir de trouver une solution qui allait m'apporter quelque chose, que je me suis dit, écoute, pour, pour que les choses changent, il faut que tu fasses quelque chose faut changer toi-même, faut faire quelque chose que tu n'as encore pas exploré. Et ce concept-là, je le connaissais pas, et je me suis dit, bah écoute, si je veux que les choses s'arrangent pour moi, je vais tester cette nouvelle chose, et puis au pire, j'aurais perdu des sous. Et j'en avais à l'époque, donc c'était pas un souci pour moi. Je me suis dit, bah, je vais tester, on verra. J'ai testé ce petit déjeuner. Un petit déjeuner qui n'a rien à voir avec ce que je prenais avant. On m'a dit, c'est plein de vitamines, plein de minéraux, ça va donner plein de choses, plein de bonnes choses à ton corps, tu vas voir, c'est naturel, ok, tu vas booster ton hydratation, etc. Et en fait, en 3 4 jours,
j'ai commencé à ressentir les premiers effets de ce petit déjeuner. Positif, bien sûr. Effet positif, ouais, très positif. La première chose, c'était que l'après-midi, je faisais la sieste. Je dormais tout l'après-midi. Je devais mettre mon réveil pour aller chercher mes enfants à l'école. Terrible. Et en fait, j'en ressentais plus le besoin. J'ai eu un regain d'énergie incroyable. Et j'ai appelé ma coach et je lui ai dit, écoute, je sais pas ce qui se passe, mais ça fait 3 jours que je fais plus la sieste, je me sens en bonne forme. Et elle me dit, ben cool, c'est bien, continue ton petit-déj, continue comme ça. Et, euh, et le fait que j'étais plus en forme, et ben du coup, ça m'a donné envie de m'intéresser à d'autres choses. Ça m'a donné envie de sortir, de revoir un peu de monde, d'aller marcher, d'aller explorer un peu la nature, de redécouvrir des sensations que j'avais oubliées auparavant et que j'avais totalement mis de côté. Et au bout des 21 jours, lorsque j'ai fait un rendez-vous de suivi, en fait, j'avais déjà perdu 3 kilos sur la balance, sans forcément faire quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai changé mon petit déjeuner, je suis plus en forme, et en plus, je commence à perdre du poids. Qu'est-ce qui m'arrive? Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé dans ma tête, mais je savais que ce petit déjeuner que je prenais depuis 3 semaines, ça allait être mon petit déjeuner pour la vie. Alors maintenant, est-ce que c'est le petit déjeuner ou alors c'est le moment? C'est-à-dire que, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, quand on est au fond du trou, faut donner quelques sources de motivation pour essayer de se bouger, quoi. Euh, on n'a pas envie. Donc, moi, ce que je retiens de tout ça, finalement, c'est qu'à un moment donné, il n'y a que nous qui sommes responsables de notre vie et qu'à un moment, il faut se donner un coup de pied au cul, puisque c'est finalement dans l'expérience d'aller voir cette coach que tu as vu, du coup, une toute petite fenêtre d'ouverture dans ce noir immense. Tu as vu une toute petite fenêtre d'ouverture que tu as expérimenté. Donc là, tu n'étais plus dans la croyance, j'y crois pas, est-ce que je vais réussir? Là, tu as essayé quelque chose, clairement, c'est ça, hein. C'est ça. Et tu as vu une petite fenêtre d'ouverture. Et tout ça, ça a du coup amené en voir une deuxième, comme tu disais tout à l'heure, c'est faire des petites balades en forêt. Donc, tu as toujours vu des choses un peu plus positives. Donc, après, je suppose que tu étais un peu plus reposé. Donc, tu étais moins fatigué. Donc, tu étais plus en forme. Donc, tu devais être sûrement plus souriante. Donc, du coup, le fait d'avoir fait ça, ça a donné du coup un impact positif. Parce que là, du coup, tu as eu des retours de tes proches, justement. Est-ce qu'ils t'ont vu te transformer un petit peu? C'est ça. Et en fait, j'ai commencé à me transformer petit à petit et j'ai pu aussi intégrer. Donc, cette coach, elle avait d'autres personnes qu'elle accompagnait. Et en fait, elle a eu la bonne intelligence de créer des petits moments de communauté et de me faire rencontrer d'autres personnes qui étaient dans le même cas que moi. C'était des personnes en burn-out ou c'était des personnes qui voulaient simplement perdre du poids ou des personnes qui voulaient retrouver du bien-être. Et du coup, j'ai accepté en fait son invitation à rencontrer ces autres personnes en mode, tu sais, bah, viens boire un coup à la maison, ça va être sympa, j'aurai d'autres clients qui seront là, on va pouvoir partager un peu. Avec ce petit déjeuner, on peut faire des recettes. Et du coup, elle me dit, on va cuisiner, on va faire des gâteaux et tout. Je dis, bon, allez, si tu veux, de toute façon, j'ai rien à faire. Ça sera toujours mieux que d'être dans mon lit. Et donc, du coup, j'ai accepté ça. Et là, en fait, j'ai découvert des gens super sympas qui voulaient qu'une seule chose, c'était reprendre le contrôle de leur vie. Et je me suis sentie bien, en fait. Et du coup, j'ai eu envie de renouveler l'expérience. Et j'ai dit à mon mari, écoute, je les connais pas, ces gens-là, mais écoute, ils m'ont proposé cette invitation. Je passe des bons moments. Ben, j'y vais. Et il me dit, bah écoute, vas-y, ça peut te faire du bien, ça peut t'apporter quelque chose. Et ça a commencé comme ça. Et donc, du coup, tu as commencé à mettre un pied, parce que du coup, on va dire que tu entre guillemets cliente, c'est ça? Et Ouais. puis, donc, du coup, t'as pu passer par le statut c'est-à-dire de te mettre à ton compte, en fait, pour cette activité, c'est ça? Non, D'accord. ça n'est pas arrivé tout de suite, en fait. Donc, j'ai démarré ce petit déjeuner un 19 décembre, donc 2 mois après mon burn-out. Et en fait, j'ai pris ce petit déjeuner pendant 3 mois. Et en mars 2020 est arrivé le Covid, le confinement. Et là, ben, on se retrouve à la maison. On peut plus voir sa coach. On se retrouve à la maison avec les enfants. Je commence à aller mieux, mais au final, ben, on est coincé à la maison. On se dit comment ça va se passer. Et là, ma coach a la bonne intelligence d'organiser un petit groupe sur Facebook pour mettre en lien tous ses clients et puis qu'on puisse
faire des séances de sport en visio, faire des apéros en visio, passer du bon temps. Et en fait, ben, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire tous ces rendez-vous en ligne, en visio. À cette époque-là, t'as quitté ton emploi, t'es en arrêt, comment ça Non, se je suis passe? toujours en arrêt maladie. D'accord, ok. Ouais. Puisque le médecin avait dit ça va prendre quelques mois pour rester posé. Donc j'avais des rendez-vous tous les 3 semaines avec le médecin. J'étais toujours sous antidépresseur, mais avec des doses qui commençaient à être un peu moins fortes qu'au début. Donc t'as réussi à faire un sevrage, arrêter le traitement par exemple, au bout de combien de temps du coup? J'ai arrêté en septembre 2021. Donc 11 mois. Et Ça a été dur l'arrêt, justement? ça a été difficile. Ouais, donc ça a D'accord. été progressif. Ouais. Ça a été difficile. Je sais pas expliquer le sentiment de manque quand c'est comme ça, mais des étourdissements, Ouais. des palpitations, des choses comme ça. Et le médecin disait que c'était normal et qu'il fallait passer par là. Donc c'est pas une période tellement, enfin, c'est pas une période que j'ai vécue de façon très positive, mais elle était nécessaire de toute façon pour s'en détacher en fait. Et malgré tout, avec ces symptômes de sevrage, en fait, t'avais pas de baisse de morale du coup ou... Non, parce que j'avais retrouvé à côté, du coup, un nouveau but, un nouvel objectif qui me rendait tellement heureuse que du coup, c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Et du coup, pendant ce confinement, ben, j'ai découvert plus amplement le concept, ce concept de remise en forme. Et puis, ma coach a eu la bonne intelligence de dire, écoute, je sais d'où tu viens, je sais le parcours que tu as. Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu allais faire là, en sortie de confinement, parce que tu vas mieux? Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, je lui dis, bah, écoute, je sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment pas envie de retourner dans mon ancien emploi parce que clairement, ça me rend pas heureuse, je me sens pas utile. Et lorsqu'on est sorti de confinement au mois de mai, bah, j'avais déjà perdu 10 kilos. Et j'avais retrouvé le sourire, l'énergie, je me sentais super bien. Clairement, celui qui dit qu'il n'a pas bien vécu la période Covid, moi j'ai adoré la période Covid parce que j'étais avec mes enfants, mon mari travaillait moitié au boulot, moitié télétravail, mais il était plus présent. On a eu une super météo, du coup, même s'il fallait son petit papier pour sortir, on profitait un petit peu de l'extérieur et je me sentais bien. Et en sortie de confinement, on recommence à avoir une vie sociale. Et là, les gens te regardent, te revoient et te disent oh, waouh, qu'est-ce qui t'arrive, Hélène? Qu'est-ce que t'as fait? Et là, je commence à leur expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé ces derniers mois et, hum, ce que j'ai entrepris. Du coup, ça suscite la curiosité des gens. Et donc, du coup, bah, je décide de leur présenter un petit peu le concept que j'ai découvert. Et beaucoup de gens, voyant mon état, en fait, se disent, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens pendant le Covid qui ont souffert, beaucoup de gens qui ont fait des burn-out. Ouais, ça a été une grosse période de remise en question pour plein de monde. Le fait, bah, en fait, c'est comme tu expliquais tout à l'heure, course effrénée, on est tous dans la course, dans une course effrénée tout le temps, hein. Alors, on se lève le matin, on se couche le soir, enfin là, ça défile. Le Covid, ça a pu mettre une pause en fait dans la vie des gens, comme toi avec enfin, comme je l'ai vécu aussi avec le burn-out, et du coup à ce moment-là, voilà, on a le temps de se poser finalement des questions. Et il y a eu beaucoup enfin, j'ai trouvé de mon point de vue qu'il y avait beaucoup, même dans mon entourage, de personnes qui, et encore maintenant, ça s'est déteint avec le temps, mais je trouve vraiment il y a des personnes qui ont, je ne vais pas dire profiter, mais le fait d'avoir cette pause, en fait, ça leur a fait complètement remettre en question leur vie, leur sens de la vie, Tout quoi. à fait, tout à fait. Et on a aussi beaucoup de gens qui, pendant le confinement, ont bien profité de la vie, une bière par-ci, un gâteau C'était mon par-là, cas, ça. et qui ont pris du poids. Ouais. Et C'est mon moi, cas aussi. moi, pendant le Covid, j'en ai perdu, il y a plein de gens qui en ont pris. Du coup, ils se sont dit, bon, écoute, là, j'ai pris 10 kilos ces derniers mois, toi, t'en as perdu, t'as fait comment? Ils ont commencé du coup, à tester le concept. Ils ont eu du résultat. Et à un moment donné, certaines personnes sont venues me voir, ils ont dit, moi aussi, je vais tester ton concept, mais ta coach, bah, je la connais pas, j'ai pas confiance, mais toi, tu sais comment faire, donc tu vas m'aider. Donc tu es devenu coach malgré toi. Je suis devenue un peu coach malgré moi parce que bah, même si j'avais pas les compétences ou je pensais ne pas avoir les compétences, j'ai pris à cœur la demande des personnes parce elles m'ont entre guillemets m'ont tendu la main en disant j'ai besoin de toi, est-ce que tu veux bien m'aider? Et moi en bonne je sais pas comment dire, j'ai toujours aimé les gens, aimé aider les gens. Et donc du coup, j'ai accepté le défi. Donc j'ai dit écoute, je sais pas comment je vais faire pour t'aider, mais je vais me former, je vais me renseigner
ma coach, elle va m'aider et je vais t'accompagner. Et du coup, comme j'étais toujours en arrêt maladie, que j'avais du temps devant moi, que j'allais mieux, mon médecin voulait toujours pas que je reprenne le boulot, bah, j'ai passé mon temps à me former. Donc là, on m'a présenté tous les systèmes de formation, tous les supports que je pouvais. Donc je me suis formée en nutrition, je me suis formée en plein de domaines. Et j'ai commencé à accompagner les personnes. Les personnes, elles ont eu du résultat. Elles m'ont remercié. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, oh, waouh, je prends soin de moi, j'aide les autres à prendre soin d'eux. Ils me le remercient, ils ont de la reconnaissance pour ça. Et en plus, je peux être rémunérée pour ça. Et j'ai assisté un jour à une présentation du job qui explique un petit peu comment c'est possible de soit faire un complément de revenu ou soit se lancer dans une carrière dans ce domaine-là. Par un monsieur, ma coach a été très intelligente parce que c'est un Américain. La conférence était en anglais. Et moi, j'adore ça. Et du coup, j'ai écouté cette conférence en T'adores anglais. quoi, les Anglais ou Oh, les deux. Et j'ai adoré cette conférence. Et là, il y a encore une petite voix qui est venue vers moi et qui m'a dit, mais et si c'était pour toi? Et si c'était possible? Et du moment où j'ai eu cette voix, alors là, c'était le bazar dans ma tête. Parce que du coup, j'ai commencé à me mettre une pression de dingue. Je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, et de toute façon, je suis pas prête, je vais refaire un burn-out, être chef d'entreprise, c'est des lourdes responsabilités, etc. Donc, en fait, c'est comme si tu avais un petit peu des démons intérieurs qui Ouais. étaient restés enfouis et qui sont ressortis à un moment où C'est ça. tu avais projeté l'idée de pourquoi pas Voilà. être à ton compte et chef C'est d'entreprise, quoi. Et Alors, c'est comment tu fais justement pour surmonter voilà. Mais comment- c'est là que le développement personnel est arrivé chez moi. Parce que du coup, là, je suis encore allée sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, et j'ai tapé angoisse, peur de l'échec, la réussite. Je me suis un petit peu renseignée, j'ai découvert des, hum, des personnalités spécialisées en développement personnel. Je sais pas si on On peut va en les parler citer. après, ouais. Ok. On va en parler Et, après. et donc, c'est le développement personnel qui m'a aidé en fait à trouver ma voie, à garder le bon chemin, à garder le cap et aller chercher cette reconversion en fait. Ok. Donc là, aujourd'hui, maintenant, tu es, on va dire, officiellement à ton compte, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'épanoui et heureuse? Première question. Et deuxième question, justement, pour toi, c'est quoi finalement la définition d'être heureux? C'est une question assez vaste finalement parce qu'on peut tous avoir sa propre définition du bonheur. Donc t'as pas une recette à nous donner Non, particulière, quoi. non. Si tu es venu me chercher là pour dire aux gens qui nous regardent la recette du bonheur, je vais pas te la donner parce que elle est propre à chacun. Et selon nos personnalités, qui on est, qui on veut être et notre vécu, en fait, on peut avoir des perceptions totalement différentes de ce que c'est le bonheur, clairement. Pour moi, aujourd'hui, le bonheur, c'est euh, se lever le matin avec la niaque de ce qui va nous arriver dans la journée. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui, quand le réveil sonne, ils se disent j'ai pas envie d'y aller. Et ben, à tous ces gens-là qui nous regardent et qui se disent, ben, j'ai pas envie d'aller bosser le matin, ben, posez-vous la question, qu'est-ce qui va pas dans votre vie? Parce que si vous êtes vraiment heureux, pas une seule seconde, pas un seul matin quand votre réveil sonne, vous demandez ce que vous allez faire et si vous êtes content de faire ce que vous allez faire. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de prendre soin de moi, de prendre soin de ma famille, de gérer mon emploi du temps comme je le veux, d'aider les gens. Et ça n'a pas de prix. Franchement, je me suis vraiment trouvée... je trouve mon bonheur dans les autres. C'est un peu bête à dire, mais j'ai beaucoup de plaisir. Tout comme toi, tu peux avoir du plaisir à régaler les gens et à amuser les gens dans toutes les choses que tu fais. Moi, aujourd'hui, j'ai cette niaque et j'ai ces yeux qui pétillent de me dire, je vais apporter quelque chose de positif dans la vie des gens. Tu vois un peu? Et en fait, ça me nourrit,
ça me rend très heureuse. Et oui, avant, j'avais une sécurité financière, une sécurité de l'emploi, j'avais plus d'argent que je ne pouvais en dépenser dans le mois. C'est plus le cas aujourd'hui parce que ben, je démarre ma société. Donc, du coup, on sait très bien qu'un entrepreneur, au début, il n'est pas millionnaire, hein, il faut beaucoup de travail avant d'arriver à quelque chose de. Voilà. Mais j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant parce que le bonheur, il réside pas dans l'argent que tu vas gagner. Il réside dans tous ces petits moments que tu vas avoir avec toi-même, avec les autres, avec ta famille. Et pour répondre à ta question, est-ce que je me réveille tous les matins super contente, Pop, super pop, 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 heureuse, pop. pumped up ben, je vais te dire que non. Ça peut arriver certains matins ou parce qu'on a une expérience négative la veille, ou parce que on a peut-être aussi parfois, j'ai vécu ces dernières années des moments douloureux, j'ai perdu des membres de ma famille, ça n'a pas été facile. Et du coup, dans ces cas-là, tu fais quoi? Tu replonges dans le burn-out, tu replonges dans la dépression? Ben non, tu te poses la question, est-ce que la vie, elle en vaut la peine? Qu'est-ce que j'ai encore à vivre? Et surtout, qu'est-ce que je peux encore apporter? Et moi, je suis vraiment dans cet état d'esprit de me dire, si je suis ici, sur cette terre, c'est bête, hein, mais c'est pour une raison Hmm. précise. On est tous là pour quelque chose. Et parfois, ça fait du bien peut-être de se poser et de se poser à soi-même la question, pourquoi je suis là? À quoi je sers? On n'est pas juste là pour aller chercher un boulot, payer nos impôts et rentrer chez soi. On est là pour quelque chose de bien précis. Et moi, je l'ai trouvé aujourd'hui, c'est faire le bien autour de moi et apporter du bonheur aux gens. Et donc ça, c'est juste génial. Et le bonheur, j'ai toujours, il se cultive. Ouais. Et donc pour moi, le développement personnel, il intervient tous les jours à plein de niveaux. C'est comme quand aujourd'hui, si tu te dis, tu peux pas te lever et te dire, ça y est, j'ai décidé d'être heureux. C'est bon, là je vais être heureux, ça va être génial. Bah non, parce que le bonheur, tu vas aller planter ces petites graines de bonheur, puis cette graine, tu vas l'arroser avec tout ton amour au quotidien. Et cette graine, elle va se transformer en un petit arbuste. Et puis tu vas continuer à l'arroser. Et cet arbuste, il va devenir un bel arbre. Et puis ensuite, pour devenir un magnifique arbre avec plein de lumière, parce que tu l'auras arrosé au quotidien. Et en fait, je me nourris au quotidien de développement personnel. C'est-à-dire que je ne m'autorise pas, clairement, bien ou mal, je regarde plus beaucoup les informations. Je me nourris pas de pensées négatives. J'essaie au maximum de nourrir mon esprit de pensées positives. Que ce soit par de la lecture, par des vidéos de développement personnel, euh, par mon entourage aussi. Je dois dire que j'ai fait beaucoup le tri dans mon entourage. Il y a des personnes que je côtoyais auparavant, mais je me suis rendu compte que bah, elles me tiraient vers le bas. Et du coup, j'ai fait ce choix de garder un cercle d'amis assez restreint, mais des personnes, et c'est des gens des fois que je connais depuis plus de 20 ans, hein, mais c'est des personnes qui m'apportent quelque chose de Mhm. positif. Ouais, il y Mais a- toujours, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Et si tu veux être heureux, bah, il faut que tu t'entoures de personnes qui sont un peu comme toi, qui ont la même vision que toi, qui n'ont pas forcément le même job que toi, parce que j'ai des profs, j'ai plein de profils divers et variés dans mon entourage, mais des personnes qui te portent vers le haut. Et pour moi, le bonheur, c'est pas juste de dire je vais être heureux, c'est aller le chercher. Et ça vient de toi, ça vient au profond de toi. Si tu penses que en attendant là et en te disant ouais je vais être heureux, bah tu vas être heureux, bah c'est pas le cas. C'est un long travail. Je pense que ce travail de quête vers le bonheur, c'est un éternel recommencement en fait. Parce que dans ta vie, il va toujours t'arriver des choses. on évolue toujours, on Voilà, évolue, il y a toujours quelque chose qui arrive, il y a c'est qui ça, monte un petit peu ta vie. Donc à chaque fois, c'est comme tu dis, c'est un éternel recommencement. Ouais. exactement. La question que je te pose aussi, c'est que tu parles beaucoup d'aider les autres. Mm. Aider les autres en disant, bah, c'est un peu le sens de ta vie. Mais avant d'aider les autres, je pense que tu vas être d'accord avec moi, il faut d'abord s'aider soi-même. Je trouve, tu vois, c'est à mon point de vue, mais que l'on est dans une société où si on pense à soi, ça peut paraître comme quelque chose d'égoïste, tu vois. Alors je sais pas toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus justement? Je pense que penser à soi, ça doit être la priorité numéro un. Pourquoi?
Parce que tu peux pas concevoir d'aider les autres ou d'apporter des conseils aux autres. Souvent, on dit toujours les conseilleurs sont pas les payeurs. Combien il n'y a pas de gens qui viennent te donner des conseils sur ce que tu dois faire et quand tu regardes eux ce qu'ils font ou leur vie, mais tu te dis mais qu'est-ce que je vais aller l'écouter lui? T'as vu sa vie en fait. Et et je pense que c'est aussi depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont fait cette démarche de se mettre en priorité, de penser à eux. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis au sport, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de changer leur alimentation, beaucoup de gens qui ont décidé de développer des passions pour, je sais pas, de l'art, des choses comme ça, de penser à eux parce que ça leur fait du bien. Moi, je pense que c'est hyper important. C'est pas parce qu'on est maman, pas parce qu'on est entrepreneuse, qu'on doit se mettre corps et âme dans tout ça, on doit d'abord penser à nous-mêmes. Parce qu'au plus on va nourrir notre esprit de pensées positives, de choses positives, bah, au plus on va rayonner tout ça autour de soi, en fait. Et moi, je le vois, je nourrissais pas mes pensées correctement auparavant, et du coup, ça m'a pas attiré des bonnes choses. Ok, donc, ouais, donc penser à soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est vital. Ouais, Faut totalement. d'abord être aligné avec soi-même, être bien dans ses pompes, être bien dans ses godasses. Et une fois que tu es bien dans tes pompes et tes godasses et que du coup tu as plein d'énergie à donner, là du coup tu peux en donner aux autres, aider les autres. Donc penser à soi plutôt et ensuite Puis penser aider aux les autres. autres, ça demande beaucoup d'énergie. Hmm. Et parfois, on peut être vidé. Ça m'arrive des fois d'avoir eu des journées hyper intenses, d'avoir rencontré des gens qui m'ont pris beaucoup d'énergie. Et du coup, il faut aller recharger ça. Il faut aller recharger ses batteries. Et du coup, bah, prendre du temps pour soi, passer du temps pour soi, bah, ça permet de recharger tes batteries, justement. Te retrouver avec toi-même. Ça peut être des choses banales, hein, des fois. Juste te poser avec une petite bière ou, tu vois. Je te le fais pas dire, je te le fais pas dire. Mais c'est hyper important. Ok, alors tu vois, il y a une autre question que je voudrais te poser, parce que là on parle quand même beaucoup d'entrepreneuriat. Avec mon cas, dans l'épisode précédent, c'était pareil, je suis aussi passé du salariat à l'entrepreneuriat, j'ai trouvé un épanouissement, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Maintenant, selon ton point de vue, est-ce qu'il faut obligatoirement être entrepreneur pour être heureux ou pas? Non, mais non, parce que j'aurais très bien pu, par exemple, j'aurais très bien pu faire le choix de retourner dans mon ancien travail. Ça aurait été possible, je pense. C'est pas ce que je voulais, mais et de prendre du recul sur les choses. C'est-à-dire qu'avant, je prenais les choses beaucoup à cœur, comme si c'était mon entreprise. Je partais pas tant que le travail n'était pas terminé. Donc je pense que on peut trouver le bonheur, par exemple après un burn-out comme je l'ai fait, on peut retourner dans son ancien travail à condition d'avoir fait un travail sur soi et d'avoir analysé pourquoi j'ai fait ce burn-out, qu'est-ce qui m'a conduit au burn-out et du coup de pas reproduire les mêmes erreurs en fait. C'est comme les médicaments. Le médicament, c'est pas la chose qui va te guérir, c'est une béquille. Il faut vraiment que tu trouves le problème en C'est parallèle. ça, exactement. Le médicament, c'est clairement quelque chose qui va te permettre de faire une pause et de prendre du temps pour toi. Mais à un moment donné, bah, il faut que tu te prennes toi-même en charge et que tu avances et que tu prennes les décisions qu'il faut pour aller mieux. Quoi, ça paraît évident. Mais après, je Mais suis assez d'accord avec toi dans le fait que bon, on peut très bien être salarié et épanoui, quoi. Moi, je me dis, à partir du moment où tu te lèves, que même si t'es un patron, mais si, bon, déjà, faut avoir un patron cool, quoi, mais je me dis, si t'aimes ce que tu fais, si tous les jours, ce que tu fais, ça te nourrit et ça, voilà, t'as énormément de passion, en fait, tu peux largement être c'est ça. épanoui ici, on va dire professionnellement dans le salariat, quoi. Je veux Il y a dire, des gens qui sont, c'est pas exclusivité il y a à des gens qui sont l'entrepreneur. très, il y a des gens qui sont très épanouis à aller coiffer les gens ou à faire des bonnes pâtisseries ou aller construire des immeubles, des bâtiments. Il y a plein de métiers super Faire des sympas, bonnes pizzas aussi. très bonnes. Mais voilà, c'est le parcours de chacun. On n'est pas en train de dire que suite à un burn-out, il faut tout plaquer et devenir ton propre patron, loin de là. Euh, mais je pense on a tous notre bonheur à aller chercher. On n'est pas forcément tous à la place dans laquelle on doit être. Et il faut à un moment donné peut-être réfléchir à ça. Ok. Est-ce que tu as
une petite recette, un petit rituel, des petites habitudes que tu vois, que tu as tous les jours, justement, pour cultiver cet état de bonheur, en fait, tu vois. Est-ce que, je sais pas, si tu as un petit conseil à donner, quoi. Ouais, je pratique la gratitude. Je Ok. sais pas si Ouais, ça me tu parle. fais ça, ça te Ouais, parle? ouais, vas-y, je te Donc, laisse expliquer. la gratitude, c'est se lever le matin. Et la première chose que je fais le matin, mon réveil sonne, j'appuie sur mon réveil, j'ouvre les yeux et je souris. Bah yes, je suis en vie, tu vois. Combien il n'y en a pas qui se réveillent pas le matin? Et nous, on a cette chance de se lever, d'être en bonne santé, tu vois, d'être là. Et donc, bah ça, c'est hyper important. Et ceux qui vont nous regarder, ça va les faire rire. Ils vont dire, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Oui, alors après, encore une fois, mais faut pas, je me dis, faut pas forcément juger dans le sens où il faut l'expérimenter, il faut essayer, Ouais, quoi. voilà. Et pour moi, c'est hyper important de me dire, yes, je suis en vie, je vais passer une belle journée. Et donc, pratiquer la gratitude, en fait. C'est être en gratitude de tout ce que la vie, elle peut nous apporter au quotidien. Et la première des choses, c'est, bah, je suis en vie et en bonne santé. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On a souvent tendance à se plaindre de plein de choses sur des petits trucs à la con, finalement. Alors qu'en fait, on a une chance incroyable. Des fois, on peut se lamenter sur plein de choses. Oh, regarde, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Mais regarde un peu ce qui se passe dans le monde, quoi. Regarde la chance que tu as d'avoir un toit, d'avoir à manger dans ton frigo, de respirer, de marcher, tu vois. Et donc, ouais, pratiquer la gratitude, c'est un rituel que j'ai tous les jours. D'accord. Et, euh, et voilà. Ah, c'est très bien. Et donc, du coup, ouais, donc, gratitude pour toi, c'est-à-dire, on pourrait aussi dire, c'est plutôt que de se focaliser sur des choses qu'on a pu ou qu'on n'a pas ou qu'on pourra avoir, c'est aussi se focaliser et avoir de la gratitude et on va dire des remerciements pour ce qu'on a, c'est ça, C'est enfin, ça. vraiment les choses C'est qu'on ça. a, Tout dont à on n'a fait. plus conscience en fait, parce on est habitué, quoi. Exactement, Ok. exactement. Et puis, peut-être un deuxième rituel, c'est moi j'écoute beaucoup de musique. Mhm. J'adore ça. Ça me donne la niaque. Et des fois, on me prend pour. Des fois, je suis toute seule chez moi, je mets la musique à fond. Et en fait, je me mets à chanter. Il y en a qui chantent sous la douche. Et ben moi, je chante chez moi, mais comme une casserole. Mais en fait, ça me met une patate d'enfer. Et je me nourris de ça, en fait, de la musique. Et même des fois avec les enfants, on met la musique à fond dans la voiture, on chante. On est au feu, on regarde les gens à côté, on est comme ça, les gens. Et en fait, les gens, ça les fait rire. Et en fait, moi, je suis heureuse de faire rire les gens parce que je fais la folle dans la voiture. Et je me dis, bah, je suis contente parce qu'avec ma petite folie, bah, j'ai donné le sourire à quelqu'un. Et bah, la musique, ça, on dit souvent, ça adoucit les mœurs. Bah, moi, la musique, je m'en nourris aussi pour cultiver mon bonheur. Non, c'est cool. Bah ouais, et puis tu dis c'est ça, c'est contagieux, mais c'est ou viral, mais c'est un bon virus, quoi. Je C'est veux dire, ça, le sourire, le rire, c'est le ça. partage. Ouais. Bah, en Et tout cas, c'est ce que je te disais, c'est vraiment ce que tu dégages sur tes réseaux sociaux quand tu communiques. Et puis, ma femme qui est occupée de créer son entreprise, je lui avais dit, je fais, va la voir, parce qu'elle a une façon de communiquer qui est géniale et tu pourras t'en inspirer. Non, c'est cool. Alors, est-ce que tu as un ou deux ou trois livres qui t'ont marqué? Si oui, pourquoi? Ou alors est-ce que tu as, je sais pas moi, est-ce que dans toute cette période en fait de recherche, d'amélioration de soi, est-ce que tu as des personnalités qui t'ont marqué ou des livres que tu as lus qui t'ont marqué et qui et pourquoi? je suis pas très douée pour la lecture, c'est pas quelque chose que Hmm. j'apprécie forcément. J'ai lu peu de livres dans ma vie. T'as Emilou. Non, j'ai lu des livres un peu bizarres, moi Lolita, des trucs un peu, Pourquoi pas? des trucs un peu à la con. Non, plus sérieusement, je suis beaucoup concentrée sur les vidéos. Donc Ouais, même si je ok. ne lis pas, je vais regarder beaucoup de vidéos de développement personnel. En revanche, il y a quelqu'un qui fait à la fois du développement personnel en vidéo et en livre. C'est mon mari qui me l'a fait découvrir pendant mon burn-out. Et franchement, je lui dis toujours merci parce que c'est quelqu'un qui suivait lui-même avant que je fasse mon burn-out. Parce que lui, hein, il était à une période dans sa vie professionnelle, il ne me l'avait jamais dit, mais il se sentait pas trop bien dans son boulot. Il a changé depuis. Et il avait trouvé ce personnage comme justement échappatoire pour travailler sur lui-même et braver un petit peu les, les épreuves qu'il devait surmonter. C'est Benjamin Lubzinski. Ok. Benjamin Lubzinski, c'est un psychothérapeute qui pratique l'auto-hypnose. Il a écrit 2 livres, ça s'appelle Bien dormir, ça s'apprend, et Être zen, ça s'apprend. Donc tu les as vus ceux-là, ouais? Ouais, ouais, parce que en fait, donc il a développé des vidéos. Ça a commencé pendant le Covid. Il était un peu connu avant, mais pendant le Covid, ça s'est fort développé.
des vidéos de développement personnel sur comment évacuer son stress, comment bien dormir, comment évacuer les angoisses, comment cultiver son bonheur, etc. Et c'est des vidéos d'auto-hypnose. Et donc, du coup, en 40 minutes, tu mets ça avant d'aller te coucher. Ça te permet de vider ton cerveau, vider ton esprit et de rentrer dans un état un petit peu qu'on appelle la transe. Donc, Mhm. c'est assez particulier, l'auto-hypnose, mais qui me va bien chez moi et qui me permet, du coup, de trouver le sommeil facilement et d'avoir un sommeil assez paisible. Donc, ça, c'est un premier auteur, Donc là, Benjamin c'est pareil. Bon, Cliff. l'auto-hypnose, on n'est pas dans le sujet de l'hypnose. Alors moi, j'ai envie de dire aux gens, ne la croyez pas. C'est toujours pareil, il faut essayer. Ouais, Voilà, faut que les c'est gens ils ça. essayent pour savoir si ça leur apporte quelque chose C'est de ça. bien. Et puis après, C'est ça. ils diront, Quand ok. mon mari m'en a parlé, je me suis foutue de lui, hein. Je lui ai dit, c'est quoi ton truc d'auto-hypnose? Ouais, Je vais te faire ça et tu vas tomber. Il me dit, non, non, non. Il me dit, vas-y, essaye, tu essaye. verras. Et en fait, ça a marché sur moi. Encore. Après, ça peut pas fonctionner sur tout le monde, mais chez moi, ça a marché. Et des fois, quand tu étais en recherche de bonheur, quand tu es en recherche de mieux-être, bah, tu es plus ou moins ouvert à aller tester des choses. Et puis, tu vois si ça te convient ou pas. Et puis ensuite, je me suis inspirée de deux grands monsieur qui sont très connus sur la toile. Le premier, c'est David Laroche, que Mhm. tu connais Ouais. certainement. Mhm. David Laroche, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspirée dans ma recherche de bonheur, de réussite, de rêver, d'essayer de m'en sortir. C'est quand même le mec le plus timide de la Terre. Ouais, et puis il fait jeune en plus. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'il est super jeune. Et puis quand tu l'écoutes, tu parles avec une maturité Ouais, complètement dingue. Et puis il est de bons conseils. De toute façon, on mettra les c'est liens ça, en dessous de la vidéo. c'est Ouais. ça. Donc David Laroche, ouais. Donc ce David Laroche, vraiment, ce gars-là, il est parti de rien, il était journaliste, il est devenu coach. Et en fait, de par sa jeunesse et de par ce qu'il reflétait physiquement, personne n'avait confiance en lui et personne ne lui donnait de crédit. Du coup, il a décidé de travailler sur lui-même, de créer sa propre société. Et du coup, aujourd'hui, il donne des conseils à travers le monde sur comment entreprendre, c'est quoi le bonheur, comment réussir sa vie, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et, presque tous les jours, je regarde une vidéo de David Laroche. Une de mes préférées, c'est sur les blaireaux. Je sais pas si tu Ah, connais. j'ai pas vu celle-là, non. En fait, c'est une vidéo où il dit merci à tous les blaireaux qu'il a rencontrés dans sa vie. Et en fait, c'est bien de dire merci aux gens qui nous ont mis des bâtons dans les roues ou des gens qui nous ont donné des leçons. Qui Et nous ont tiré dans les bottes, on peut le ouais, dire, c'est ouais. ça, parce que grâce à eux, on a grandi et on a pris des bonnes décisions. Donc c'est bien des fois de rencontrer des blaireaux. Et donc souvent, je dis merci aux blaireaux, en fait, parce que tous ceux qui n'ont pas cru en nous, ou tous ceux qui nous ont pas tendu la main, grâce à eux, en fait, aujourd'hui, on est qui on est. Mhm. Donc hyper important, David Laroche. Et un dernier grand monsieur qui, pour moi, est un très grand monsieur, c'est Jim Rohn. Je connais pas du tout. Et je pense, voilà, tu m'avais dit que tu le connaissais pas. C'est un grand entrepreneur américain du siècle dernier. Et ce Jim Rohn, en fait, il a été le mentor de la société avec laquelle je suis partenaire Ok. dans mon entrepreneur. Et Jim Rohn, ça a été aussi le mentor de Tony Robbins. Ah oui, alors je le connais, je le suis pas trop, mais j'ai déjà entendu le nom. Donc, Tony Robbins, c'est l'un des plus grands spécialistes du développement personnel dans le monde, hein, aux États-Unis, mais avant tout dans le monde. Donc, Jim Rohn, en fait, c'est quelqu'un qui travaillait à la base dans une société, il était vendeur, il faisait de la vente directe dans une société dans le domaine du bien-être, en fait, de la santé. C'était le meilleur vendeur au point où il a commencé à faire des formations pour plein d'autres sociétés sur le développement personnel et sur comment réussir. Parce que aujourd'hui, il y a plein de gens, même dans les magasins, qui cherchent à comment bien vendre, comment bien faire son travail, comment réussir dans la vie, etc. Et il a développé plein de conférences autour de ça. Et il est devenu un peu la référence, du coup, dans le monde du développement personnel et qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie pour réussir, pour être heureux. Et il est assez partie prenante pour que les choses changent, tu dois changer quelque chose. Tu vois. L'expression que j'adore, c'est quand tu te regardes dans un miroir, ouais, pour faire sourire l'autre, en fait, il faut sourire soi-même. Et c'est vrai que le changement, en fait, il se passe, c'est d'abord intérieurement, hein. C'est On a ça, toujours tendance à attendre que les choses se découlent d'elles-mêmes de l'extérieur, mais on est les acteurs de notre propre vie, quoi. Donc, c'est ça. Et il a une citation qui est assez intéressante et qui dit euh, ce n'est pas le sens du vent qui va donner l'orientation de ta vie,
mais c'est plutôt la façon dans laquelle tu vas ajuster tes voiles. Oh putain, c'est beau ça. Ah, c'est beau ça. C'est sympa. Ah, c'est cool. Ouais. C'est une de mes citations préférées. Et donc, en fait, peu importe ce qui va t'arriver dans ta vie, soit tu décides de pas réagir et de laisser le vent te porter, et ça va te mener dans des situations qui sont pas forcément confortables ou qui te conviennent pas, ou alors tu décides de prendre les voiles, de les serrer bien fort, de les mener là où toi tu as envie d'aller et de reprendre le contrôle de ta vie. Et il est très fort pour ça. Et il y a plein de vidéos sur les réseaux à ce propos. Et c'est aussi voilà, un guide au quotidien, du coup, par rapport à ça. Euh, c'est un monsieur, donc il est décédé, hein, mais il a inspiré des gens voilà, comme Tony Robbins. Et voilà. Je sais pas comment. Ah, bah, c'est bien, très Voilà. bien. Imagine, là, maintenant tout de suite, là, il y a une personne qui nous regarde, elle est au fond du trou. Tu vois, elle est vraiment au fond du trou, elle sait pas quoi faire de sa vie, ce serait quoi le conseil, là? Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire tout de suite pour essayer de l'aider à se prendre en main et à. Bah, viens me voir. Ah, c'est oui, pas mal, pas mal. J'ai j'ai- j'ai- j'ai envie de lui dire que si déjà elle a cette prise de conscience, déjà avoir la conscience que ça va pas bien dans ta vie, c'est déjà un premier pas. Il y a tellement de gens qui pensent qu'ils vont bien, mais en fait ils vont super mal. Donc si toi qui nous écoutes, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, bah, c'est déjà une première étape et bravo pour ça. Et ensuite, bah, c'est d'aller chercher les solutions. Les solutions, elles sont en toi. Mais parfois, on ne sait pas comment aller les chercher en soi. Et donc, du coup, il faut faire appel peut-être à des professionnels qui vont t'aider à aller chercher tes solutions en toi. Et donc là, bah, chacun a ses propres sensibilités ou ses propres manières. Il y en a, ils vont se tourner vers les psys, il y en a, ils vont se tourner vers le développement personnel, il y en a, ils vont se tourner vers le sport. Peu importe le chemin, mais à partir du moment où tu décides d'entreprendre quelque chose pour aller mieux, bah, tu vas y arriver parce qu'on a des ressources inépuisable en nous, en fait. On pense des fois qu'on n'est pas capable de certaines choses, mais on peut réaliser de grandes choses, en fait. Donc décider et agir derrière. Ouais. Est-ce que tu avais quelque chose de spécial à rajouter, toi, à titre personnel? Il y a ce sujet du développement personnel et du bonheur, il est tellement vaste, mais j'aurais envie de dire, tu vois, j'ai été beaucoup critiquée dans cette reconversion professionnelle. Beaucoup de gens n'ont pas cru dans ce que je faisais. Aujourd'hui, c'est une société qui s'est créée, qui se développe, qui va encore se développer. Si j'avais suivi un petit peu la vie des autres, bah, je m'en serais peut-être pas sortie. Et donc, à un moment donné, il faut peut-être se mettre des œillères. Et si on a envie de réaliser quelque chose, bah, il faut croire en soi et pas écouter les autres. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la vie des autres, c'est pas la vie des autres. Chacun a son propre chemin de vie. Et si on pense au fond de nous, et c'était mon cas, j'avais en moi, dans mes tripes, L'instinct. quelque chose qui me disait, Hélène, il faut y aller. La petite voix, tu l'as dit à plusieurs reprises, elle est là. C'est ça. Et franchement, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire si on essaye quelque chose et que ça marche pas? Bah, on change, on fait autre chose. Oui, et puis j'ai même envie de dire, ce qui pourra arriver de pire, c'est d'arriver dans l'état initial avant le changement. Donc finalement, tu vis déjà le pire, en fait. C'est ça. Mais je pense qu'à partir du moment où on décide vraiment, du plus profond de soi, d'entamer un changement et d'aller vers cette quête du bonheur, on y arrive. J'en ai la preuve, j'en suis la preuve, et il y a plein de gens autour de nous qui ont... Mais c'est parce qu'après, ça fait peur. C'est toujours pareil, c'est la peur de l'inconnu, en fait. Tu vois, c'est ce que je me dis, beaucoup de personnes ont peur de l'inconnu, juste. En fait, j'ai toujours tendance à dire que on reste dans des... En fait, j'appelle ça des zones de confort, mais en fait, c'est même pas... Alors qu'elles sont pas confortables. Et tu vois, il faut les surmonter, ces peurs. Et puis, c'est vrai qu'après, des fois, t'es pas aidé dans un entourage, parce qu'on va te... Ce sera pas des avis objectifs, en fait, ou constructifs. Mais en fait, les gens, c'est pareil, je pense pas qu'ils veulent foncièrement du mal dans le fond, c'est que eux ils projettent aussi leur peur, c'est-à-dire que eux n'auraient jamais passé le pas non plus, quoi. Donc exactement. Après, il n'y a rien de risqué. Quand on essaye quelque chose, on peut se dire c'est risqué, mais c'est quoi le risque aujourd'hui? Le risque, c'est perdre sa vie, perdre une jambe, perdre un œil. On risque rien, en fait. Le risque se mesure aussi. Le risque, il peut être anticipé, je pense. Tu vois, ça se mesure et s'anticipe. Et donc maintenant, c'est quoi la suite pour toi, alors? C'est quoi la suite pour moi? Eh bien, donc cette entreprise a été créée. Au début, j'ai exercé mon activité chez moi.
Et puis, ça a pris tellement d'ampleur que j'ai pris la décision d'ouvrir un club de nutrition. Donc, c'est un club de nutrition qui est en cours de construction sur la commune de Spiquer. Et je remercie d'ailleurs la commune de me faire confiance pour ce projet. Donc, ça va être un club de nutrition dans lequel on va pouvoir continuer à accompagner les gens dans leur bien-être, la nutrition. Permettre aussi à d'autres personnes que je vais former entre deux de développer aussi leur propre entreprise, leur propre business dans ce domaine. Et d'ailleurs, on est toujours en recherche de personnes qui souhaiteraient nous rejoindre dans cette aventure. Et dans cette quête aussi du bonheur et de prendre soin de soi, je vais ouvrir aussi dans ce même lieu un centre d'aquabiking. Donc de l'aquabiking en cabine individuelle, une expérience un peu inédite où tu vas pouvoir venir pendant 1 heure, te mettre dans ta petite bulle de bonheur, prendre soin de toi et avoir un moment privilégié avec toi-même. L'idée, c'est de créer un lieu un petit peu en campagne, parce que Spiquer, c'est quand même la campagne, où les gens vont venir prendre soin d'eux. Donc que ce soit par le bien-être, la nutrition, l'activité sportive, mais on va envisager aussi de faire venir des intervenants, des sophrologues, faire de la méditation, du yoga, des choses comme ça. Faire de ce lieu un lieu où tu prends soin de toi, où tu te fais du bien finalement. Et pour moi, c'est hyper important, toujours dans cette continuité d'accompagner l'autre, d'aider l'autre, mais dans un cadre plus professionnel et avec plus de visibilité. Après, c'est un gros chantier, donc finalement, le burn-out aura eu du bon, quoi. Le burn-out aura eu du bon parce qu'il m'aura permis de réaliser des projets que j'aurais pas pensé possibles ou que je ne m'autorisais pas à penser possible. Et donc c'est vraiment une révélation. Et je sais que depuis que j'ai lancé cette idée, ce nouveau projet, il y a beaucoup de gens qui attendent ça avec impatience parce qu'ils voient que ce concept il fonctionne, il marche. Et ils ont confiance en moi et ça me fait super plaisir. Du coup, j'ai la niaque vraiment d'ouvrir ça. Ça va ouvrir en début d'année 2024 et on a hâte de continuer un petit peu tout ce qu'on a commencé et de faire en sorte que les gens ils soient aussi heureux que moi je le suis aujourd'hui. C'est vraiment la mission. Et au début d'interview, tu disais que tu faisais ça aussi pour la fierté de tes parents au début, quand tu étais directrice commerciale. Ouais, Maintenant que tu es passé par le burn-out, tu as tout ce processus de changement ouais. finalement et que tu arrives à... je veux dire, c'est quand même génial, c'est une belle réussite, déjà pour toi-même. Et puis, est-ce que tes parents sont fiers aussi? Alors mon papa il est plus là. D'accord. Je l'ai perdu entre-temps, malheureusement, mais il m'accompagne au quotidien. Je sais qu'il est là. Alors, ça peut paraître bête, mais il y a beaucoup de signes au quotidien qui me font dire qu'il est là. On n'y croit pas, mais Quel signe alors justement? des papillons. Alors, on me surnomme la chrysalide de par mon changement et mon évolution, et j'ai très souvent des papillons qui m'entourent dans les périodes estivales et dans les périodes plus hivernales, en fait. Mes parents, c'était des inséparables. Ils étaient toujours l'un avec l'autre. Et je les ai d'ailleurs gravés sur moi. Et en fait, j'ai toujours soit un papillon ou un oiseau qui me suit, qui vient dans mon jardin ou qui est là à se poser à côté de moi. Donc, je sais qu'il est là. Et ma maman, elle est super fière. Ma maman, elle était assistante maternelle, pour la petite histoire. Et avant d'être assistante maternelle, elle a toujours travaillé dans le commerce. Et elle avait eu à un moment donné la possibilité de racheter un commerce. Mhm. Elle a eu peur. Elle a eu peur, elle savait pas, elle avait peur de pas réussir, elle avait peur de se planter, elle a préféré choisir le fonctionnariat pour la sécurité de l'emploi. Et quand je lui ai annoncé que j'allais se lancer ce projet, que j'allais me mettre à mon compte et que j'allais développer un nouveau concept sur le Dunkerquois, bah, elle était super contente pour moi. Et elle m'a dit, en fait, je te l'ai jamais dit, mais tu vas réaliser quelque chose que moi j'ai toujours refoulé dans ma vie. Donc elle a des regrets maintenant ou pas? Elle a des regrets. Et parce que moi je le fais, et ben en fait, là, aujourd'hui, elle est veuve, elle est seule, mais en fait, elle trouve en moi une seconde vie, un second souffle, parce je suis en train de réaliser ce qu'elle a jamais osé faire. Et du coup, aujourd'hui, c'est devenu mon plus grand soutien. Elle est à fond, elle me suit, elle me dit je vais faire la vaisselle, passer la serpillière, tu me demandes tout ce que tu veux, mais elle dit je serai toujours là pour toi et je vais toujours t'accompagner. Donc aujourd'hui, je le fais pas pour elle parce que j'ai pris cette décision de mon plein gré, sans lui demander son avis et sans voilà pour moi.
mais sans le savoir, ben, je la rends fière quand même. Donc ça, c'est un bonheur. Et du coup, on passe beaucoup de temps en famille aussi. Je prends soin d'elle, elle prend soin de moi. On prend soin l'une de l'autre et c'est beau. Superbe. Ah, c'est beau. Alors, c'est ta petite larme. Hélène, je te remercie beaucoup pour cette interview. C'était un super plaisir de t'avoir reçu. Merci à toi de m'avoir sollicité. C'était super sympa, une belle expérience. Merci pour ta confiance. Ben, merci beaucoup. Donc, à bientôt sur la chaîne Lâcher Conscience. À bientôt. Pourquoi bientôt, toi? Tu reviens pas, toi?